Bienvenue à Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE et qui met dans la lumière les personnes ou les organisations qui ont décidé de mettre l'individu au cœur de leur action. Je suis très content, très heureux de recevoir Stéphane Hugon aujourd'hui. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Laurent. Merci beaucoup d'être là et je suis accompagné de Victoire qui vous posera une ou deux ou trois questions en fin d'émission ou en milieu d'émission, puisque si tu veux, tu peux nous interrompre. Stéphane, la relation a plus de valeur que la personne. Oui. J'ai lu ça quelque part. Et j'ai entendu ça quelque part. Qu'est-ce que ça signifie? Les personnes n'ont pas de valeur, la relation est immense. Alors nous, on traite de relation au travail, c'est la finalité de Choose My Company, c'est améliorer la relation au travail. Donc j'ai évidemment été particulièrement intrigué par cette phrase. Le travail, c'est intéressant parce que d'abord, c'est une espèce de point de sidération dans notre imaginaire occidental. On veut la valeur travail, elle est durablement ancrée chez nous de manière forte. Et pour le faire, pour le déployer, dans les entreprises en particulier, on a eu cette idée qui est intéressante, mais qui arrive à saturation aujourd'hui, qu'une entreprise, c'est avant tout une collection de gens formidables. Et c'est vrai, d'une certaine manière. Donc on a d'abord considéré que la valeur, elle était individuellement dans chaque personne. Et donc on recrute, on manage et on forme les gens individuellement. En fait, on a oublié quelque chose que les gens en Asie connaissent bien pour des raisons culturelles, c'est qu'une entreprise, ce n'est pas seulement une collection de gens qui individuellement sont des gens extraordinaires, mais c'est aussi une architecture. C'est une capacité des uns et des autres à pouvoir entrer en relation les uns avec les autres. Donc il existe un gisement dans l'entreprise, un gisement de valeur qu'on sous-estime en Occident, c'est la capacité d'interaction et c'est très justement ce vide. C'est ce que vous appelez, voilà, c'est ce que vous appelez le vide entre les personnes. Exactement. Cette relation. Le vide entre les personnes est probablement ce qui s'est plus transformé depuis 20 ans dans l'univers du travail. Ce qu'on a vu avec le digital, c'est une déconstruction et reconstruction des organigrammes de l'entreprise, des architectures d'interaction. Et toute cette fameuse horizontalité dont on parle beaucoup. Donc quoi, plus effacement du management, du lien de subordination, c'est ça que le digital Exactement. On avait quand même 2000 ans d'une histoire de la subordination, ouais. C'est-à-dire l'idée de se soumettre à un ordre. Il ne faut pas oublier que le management, jusque notamment au XXe siècle, il était structuré par l'école polytechnique, qui est avant tout une école militaire. Oui, bonapartiste, exactement. Ouais. C'est une école militaire, donc très fortement engagée dans un rapport contractuel de subordination de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un employeur et un employé, et que la relation, elle est asymétrique. Et tout le monde sait aujourd'hui, maintenant, que tout ça a été chahuté, plus que chahuté, parce que le digital a très largement remanié cette chose-là, et que finalement, avec les mêmes personnes, mais avec une architecture différente, on peut avoir des gisements de valeurs qui sont très très forts et qu'en général on sous-estime en Occident. Alors vous avez du coup conseillé des entreprises qui sont passées d'une culture d'ego, de narcissisme très fort, qui se transforment ou qui sont complètement maintenant perdues du fait de ces changements-là. Comment elles s'organisent? Historiquement, nous, ça fait maintenant 17 ans qu'on existe, on est à Paris et à Séoul, et on a commencé par travailler pour des grandes maisons de luxe françaises, et qui ont senti sur leur marché qu'il y avait quelque chose qui était en transformation, que finalement le luxe, c'était pas seulement une question individuelle, mais c'était une question d'appartenance. Et dans cette situation d'appartenance, on s'est rendu compte que le maillage du marché en termes de consommateurs, c'était plus seulement un individu, mais c'était un groupe d'individus, et que la manière dont les gens interagissaient les uns avec les autres était extrêmement forte. Mais alors comment on passe d'une culture de l'ego à une culture de l'équipe? Et en fait, la culture, elle a déjà eu lieu, la transformation culturelle, elle a déjà eu lieu. Nos adolescents dans le digital ont compris que quelqu'un qui est isolé, c'est quelqu'un qui est dans une difficulté, ou quelqu'un qui est symboliquement dans un déficit de relation, c'est quelque chose de très douloureux pour les adolescents. Et pourtant, on continue d'avoir un marketing et une culture RH qui est centrée sur l'individu à tort. Pourquoi? Parce qu'on a un vieux reste qui date du XXe siècle et qui est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire une culture de l'ego, une culture du narcissisme. Mais une culture de l'héroïsme de l'homme providentiel, c'est ça? Exactement. Que tu là-dessus, c'est ça? Exactement, on a toujours considéré que le monde est imparfait et que moi, en tant que citoyen, que collaborateur ou consommateur, je vais rétablir quelque chose, je vais transformer le monde. C'est un rythme prométhéen qui a largement alimenté nos récits d'entreprise, soit pour l'interne, soit pour l'externe. Et ça, pour plein de raisons, c'est soit pour l'organisation des ressources humaines internes, soit, quand tu parles d'externe, c'est la relation au consommateur et le discours marketing qui en découle, le positionnement sur le marché? Oui, on peut même élargir à tout l'écosystème de l'entreprise.
On travaille aussi beaucoup pour des assureurs, et notamment on travaille beaucoup dans le mouvement mutualiste, et qui sont des entreprises qui sont extrêmement contemporaines de l'époque, qui sont vraiment dans l'esprit du temps, puisqu'elles ont compris que, sur le fond, une entreprise qui fait circuler à la fois la parole, l'argent, la considération, y compris sur des publics qui ne sont pas directement des publics clients, ce sont des entreprises qui enrichissent leur territoire. Et ça, c'est une question d'architecture et pas seulement de relation entre un consommateur, un client, un sociétaire ou un collaborateur. Voilà. Donc en fait, il y a la notion de territoire qui s'est redéveloppée aujourd'hui, et il y a une responsabilité des entreprises comme animateurs territoriaux qui va bien au-delà du simple territoire économique de l'entreprise. Il y a donc une responsabilité qui est forte. Tu parlais du S de la RSE. Je crois que la responsabilité relationnelle, sociétale, la responsabilité de l'entreprise en tant qu'architecture des échanges humains est devenue extrêmement forte, et que d'abord on le sous-estime, d'autre part il y a des gisements de croissance et de prospérité, et d'autre part il y a une utilité sociale qui va se définir à partir de là, qu'on sous-estime très largement aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut se réjouir de la mort de l'ego pour retrouver une valeur à ce qui est l'interaction, la considération, l'engagement, le statut, la confiance, enfin tout ce qui ne rentre pas dans un Excel, mais tout ce qui a été mis à l'épreuve par la culture digitale, c'est-à-dire l'idée qu'on est toujours plus fort quand on est plusieurs, et qu'il y a une cohésion et une cohérence des publics, des équipes, des territoires. Et qu'est-ce que le Covid est venu impacter dans les relations entre les personnes, justement, puisque le digital avait commencé à faire son œuvre, on comprend bien, qu'est-ce qu'il est venu modifier dans cette trajectoire? C'est un bon exemple, le Covid, parce que sur le fond, le Covid, d'abord, il nous a obligés à une introspection. Chez Eranos, on a fait pas mal de travaux d'écoute et de diagnostic juste après le premier confinement, qui était le plus violent finalement. Et d'un seul coup, les gens qu'on rencontrait nous disaient oui, finalement, il y a une nausée, on est allé trop loin dans le rapport consommatoire. On est peut-être allé trop loin dans une forme de management. On se pose la question de l'utilité sociale de l'entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce que l'entreprise fait pour moi et pour mon environnement social? Donc d'un seul coup, on découvrait quelque chose qui avait disparu depuis 30 ans, c'est la question de la proximité. C'est la question du plus que soi. C'est la question du partage. Et là, on s'est rendu compte qu'après 30 ans d'un espèce de fantasme, d'une individualisation du service, dans tous les secteurs, que ce soit dans la formation, dans le marketing, dans la culture RH, etc., on s'est rendu compte, à partir du moment où on en était privé par la distanciation sociale et le Covid, que ce qui avait le plus important pour un collectif, pour une société, pour une entreprise et pour un marché, c'était sa capacité de rayonnement et sa cohésion avec son entourage immédiat. Donc le Covid a prolongé la digitalisation d'une autre manière, finalement? Exactement. Ça a verbalisé quelque chose de brutal. Ou ça l'a brutalisé un changement plus long, peut-être? Exactement. Ça a révélé de manière un peu, au sens photographique du terme, que ça, quelque chose qu'on ne voulait pas voir, mais qui était là, et on s'est rendu compte à quel point c'était absolument central de bénéficier d'un entourage qu'on avait finalement évacué depuis pratiquement une vingtaine d'années. Et dans le prolongement de cette idée, tu me disais les conditions de travail, l'expérience du travail, l'expérience des relations entre les personnes deviennent ou sont devenues plus importantes que le contenu du travail en lui-même. Oui. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Pourtant on recrute encore les gens pour le fait qu'ils délivrent un certain nombre de tâches, de responsabilités. Le logiciel du recruteur et du manager, par extension, doit être complètement reseté, là. Oui, en fait, il y a eu un coup d'accélérateur. Et moi, je l'ai vu très intimement, parce que je me suis retrouvé dans des situations où je recevais des personnes qui étaient des gens qui voulaient travailler chez nous, chez Eranos. Et j'étais étonné de la manière dont les questions qui nous étaient posées, puisque alors, il y a une identité de l'entreprise, une identité du secteur, on peut dire. Nous, on a une manière assez singulière de travailler, mais ce à quoi j'ai été, on m'a rendu attentif, c'est que la manière d'interagir les uns avec les autres, l'esprit d'équipe, la qualité des interactions qu'on a avec le management, avec les autres collaborateurs, le lieu, l'adresse, le rythme de travail, je dirais, l'imaginaire professionnel est tout aussi important que ce qu'on doit délivrer in fine. C'est-à-dire que la notion de moyen est plus importante que la question de la fin, finalement.
l'expérience du travail en soi est devenue tout aussi importante que finalement le profil de poste. Et c'est l'imaginaire du travail en lui-même qui évolue. Il était militaire Oui. dans les années ou décennies qui ont précédé. Il est plus dans l'univers du jeu, c'est ça, aujourd'hui? Donc lié à cette interaction entre les personnes? Oui, et puis la question, c'est ça serait quoi le prochain, en fait? Oui, effectivement, il y a eu un imaginaire assez martial, finalement. Je parlais de l'école polytechnique tout à l'heure. Bon, donc il y a bien évidemment l'idée d'aller au combat. La guerre économique, elle est là. Et puis ensuite, il y a toute une sémantique qui est arrivée autour du sport. On voulait fabriquer des champions, etc. Alors il y avait aussi un esprit d'équipe qui commençait à arriver. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que dans le champ du travail, qui, du fait aussi de notre héritage judéo-chrétien, avait évacué la question du corps, la question du plaisir, la question du sourire, etc. Et parce que le travail était avant tout un effort, un sacrifice de soi. Et aujourd'hui, ce qu'on voit ressurgir dans un certain imaginaire contemporain, c'est l'idée que finalement, il y a du ludique. Et c'est intéressant le ludique, parce que c'est aussi une manière de rétablir de la règle du jeu. Donc il peut y avoir aussi de la rigueur dans le jeu, il peut y avoir un jeu sérieux. Et donc dans le jeu, il y a toute une typologie qui a été faite il y a longtemps autour de ça, je pense à Roger Caillois en particulier, qui dit que dans le jeu, il y a aussi le jeu d'équilibre, il y a le jeu de l'identité, il y a le jeu du travestissement, il y a le jeu du duel, du combat, il y a la battle. Donc en fait, il y a plein de variations du jeu qui fait que c'est extrêmement utile et surtout que ça crée une certaine adhésion en termes de culture managériale pour être en phase avec les jeunes collaborateurs d'aujourd'hui. Et alors après le jeu, l'imaginaire du travail, on passera à quoi? C'est quoi dans les années qui viennent, l'imaginaire? Moi, je pense qu'il y a une dimension esthétique qui est probablement là. Il y a un imaginaire un peu mystique aussi qui est pas loin, qui pourrait être le nouveau vecteur de cette culture-là. En fait, ce qui est évident, c'est qu'il n'y aura pas un seul imaginaire, un seul corpus comme ce qui va prendre la place de quelque chose, mais qu'il va y avoir une typologie d'expériences possibles. Certaines entreprises vont rester avec un imaginaire martial qui va être affirmé, là où d'autres vont cultiver d'autres supports de cette relation et de l'engagement, en fait. Oui, donc on ne va pas passer de manière séquentielle d'un imaginaire à l'autre. On enrichit la palette des imaginaires possibles. On rentre dans une ère de complexité. Et d'ailleurs, une entreprise peut en elle-même avoir, à différents moments ou différents lieux, différents imaginaires qui opèrent en fou. Il y a des moments ludiques de l'entreprise, il y a des moments de combat dans l'entreprise. Et alors après, il faut aussi avoir une vision, mais là c'est un peu le sociologue qui parle, mais il faut avoir une bonne cartographie de ses collaborateurs et avoir une bonne cartographie de son écosystème au-delà des collaborateurs pour pouvoir savoir dans quel moment il faut agir avec un récit qui est le récit ludique ou un récit qui est le récit martial. La construction du récit, nous on l'a beaucoup vu dans le marché bancaire en particulier, puisqu'on a pas mal travaillé avec des banques et pas que des mutualistes, qui se sont posé la question du récit du retour. Après le Covid, lors du premier retour, alors on en est au Xème retour aujourd'hui, mais en tout cas à un moment donné, l'année dernière, il y a eu un premier retour. Et pour des gens qui avaient vécu des expériences diamétralement opposées, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont vécu des drames familiaux, il y a eu 150 000 morts quand même, d'autres étaient au bord de leur piscine dans des conditions beaucoup plus... Donc voilà, il a fallu refaire entreprise, retrouver du collectif, là où on s'était aperçu qu'il avait été possible de faire entreprise hors les murs. Voilà. Donc quelle est la cohérence du discours qui va pouvoir accueillir cette énergie qui soit à peu près synchrone avec elle-même? Voilà, ça reste à... Tu as des exemples d'une entreprise ou deux qui sont passés justement d'un récit à l'autre ou d'une culture de l'ego à une culture de l'équipe Il y a beaucoup de maisons, de grandes maisons de luxe françaises qui ont très largement cultivé l'esprit du collectif, l'esprit du petit groupe. Voilà. Il y a pas mal d'entreprises aussi dans le domaine de la cosmétique avec lesquelles on travaille beaucoup. En plus, nous, on voit la différence entre la Corée et Paris, sur lequel il peut y avoir très justement un rapport au groupe qui peut être totalement différent. Et c'est intéressant parce que la cosmétique a toujours été un rapport de corps collectif, de présentation de soi, en fait. Donc, c'est un secteur qui a fait vraiment des basculements. Il y a 20 ans, le luxe, c'était un rapport de distanciation. Enfin, on avait un objet ou une expérience que personne n'avait. Et c'est devenu une expérience de quelques-uns. Voilà, un petit groupe affinitaire qui cultive un esprit particulier. Voilà. Et donc l'esprit d'adhésion et d'imitation dans le luxe, il est devenu très fort. Et du coup, ça a changé la culture managériale. Victoire, est-ce que tu as une question? Oui, justement, j'imagine que dans le domaine du luxe, vous avez travaillé avec beaucoup d'entreprises asiatiques et vous avez été assez surpris parce qu'elles axaient leurs réunions pas mal sur la relation humaine. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que du coup, axer
ces réunions sur ce sujet-là, est-ce que c'est un peu la clé de l'engagement et du fait de la bonne réussite ensuite des projets qui suivent? Oui, tout à fait. Complètement. Oui, complètement. D'abord, en Occident, la question de la relation, elle est sous-estimée, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. On n'a même pas les mots pour le dire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'imaginaire de l'héroïsme qui est encore très fort en France, et en France en particulier, mais en Europe globalement. Et en Asie, la question de l'engagement, et notamment du regard de l'autre, est absolument fondamentale. Nous, on a observé beaucoup, notamment des jeunes générations à Séoul, particulièrement. On suit les comportements des jeunes consommateurs et collaborateurs. Et c'est très intéressant de voir que l'ensemble des comportements s'inscrivent véritablement dans un rapport d'imitation, dans un rapport de hiérarchie, et que la relation est plus forte que l'individu. Voilà. Il y a des rapports d'imitation, il peut y avoir des rapports hiérarchiques dans les relations amicales entre adolescents, ce qu'on ne voit pas du tout en France, par exemple, c'est complètement inattendu. Il y a des ordres par lesquels les gens s'assiedent, par exemple, ce qui est complètement inattendu pour les jeunes générations françaises. Voilà. Et ça, c'est très codifié, et ça permet une vraie harmonie, et surtout une cohérence. Il n'y a pas de sentiment de subordination ou de sentiment on va dire, de domination. Il y a au contraire l'idée qu'on fait quelque chose à plusieurs et qu'il existe une vraie esthétique collective. Il ne faut pas oublier que même l'étymologie d'esthétique, c'est aesthésie, ça veut dire être ensemble. Donc quelque chose de beau, c'est avant tout quelque chose qui fait public, qui produit son public, voilà, qui produit sa cohérence. Et ça, c'est vrai que les marchés asiatiques, les cultures asiatiques, plus particulièrement la Corée, parce qu'on la connaît mieux, est particulièrement un bel exemple pour ça. Et est-ce que vous pensez qu'en France, on devrait plus s'en inspirer de cette façon de faire? Mais je pense qu'on s'en inspire déjà sans le savoir. C'est pour ça que nous, on considère que l'individu est un vieux reste du XXe siècle, qu'être user-centric n'a aucun sens, il faut être relation-centric. Et qu'il ne faut pas être centré sur un utilisateur, parce que être centré sur un seul utilisateur, c'est oublier que cet utilisateur-là, il a des interactions avec tout un écosystème qui est beaucoup plus large. Et je crois qu'il faut abandonner tout un marketing centré sur le produit et sur l'utilisateur individuel. Moi, j'ai un de mes clients historiques qui s'appelle le groupe Pernod Ricard, avec qui on a fait des travaux vraiment intéressants sur la question de la convivialité. Moi, j'aime beaucoup cette entreprise et ce groupe-là, parce qu'ils ont très tôt, on va dire, compris qu'un marketing centré sur l'individu, sur le produit, n'était que secondaire par rapport à ce qui fait la grille de leur marché, c'est-à-dire un événement dans lequel on est toujours à plusieurs. C'est le partage qui est plus important que l'individu. Voilà. Et globalement, quand vous allez boire du Lillet, que vous allez boire du Jameson, ou que vous allez boire une autre marque encore, que sais-je, de l'Italicus par exemple, c'est pas parce que vous en avez envie individuellement, c'est que ça correspond à l'esprit du moment. En fonction de l'heure, en fonction des personnes qui sont là, en fonction de la musique qui est là, en fonction d'un environnement, une Stimmung, comme disent les Allemands, quoi. C'est-à-dire un rayonnement autour de ce qui n'est ni le produit, ni l'individu. Donc là, il y a tout un marketing relationnel qui est à réinventer. Alors, il est déjà pas mal de gens qui s'en occupent, mais il faut s'inspirer aussi de ce qui se passe dans le digital. Dans le digital, quand vous prenez un selfie, si vous ne le partagez pas, ça n'est pas un selfie. Ça reste une photo. C'est une photo. Voilà. Donc la question du lien est plus importante que la question de l'individu. Ce qui est un espèce de paradoxe, là encore, dans notre culture occidentale. On va terminer par ça. On pourrait parler des heures et des heures. Merci 1000 fois, Stéphane, d'être venu nous voir. Merci, Victoire, pour tes questions. Et puis, à bientôt à toutes et à tous.